One, two, get down. Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop. Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. I paid the cost to be the boss. Chers amis, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de Thérapie Pop, l'émission qui décrypte pour vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Nous sommes comme chaque semaine ravis de vous retrouver pour 26 minutes de culture musicale. Et comme à l'accoutumée pour notre plus grand plaisir, c'est Gauthier qui nous prend par la main aujourd'hui. Salut Gauthier. Salut mon cher Théo. Un Gauthier heureux puisque nous continuons de dérouler notre saga Bowie. On l'avait quitté en 2024 sur les succès d'Aladdin Sane et Ziggy Stardust. Ce dernier n'est plus puisque Bowie l'a suicidé sur scène comme on vous l'a narré dans le précédent épisode de cette saga. Alors certes, Ziggy n'est plus, mais Bowie est toujours là, lui, fidèle à sa musique. Enfin, fidèle à sa musique, c'est vite dit, car dans l'émission de ce jour, on va le retrouver rincé par sa production au rythme fou et par les concerts qui s'enchaînent à une vitesse tout aussi folle, à tel point qu'il n'a plus la force de composer. C'est du moins ce qu'on verra dans la première partie de l'émission, car dans la seconde, nous partirons à la rencontre d'Halloween Jack, un autre personnage incarné par Bowie, moins illustre que ses prédécesseurs, mais tout aussi créatif, sur l'album Diamond Dogs, dont la pochette, nous en parlerons, mérite largement un podium dans le classement des jaquettes les plus dérangeantes. Mais je vous propose de débuter l'émission en replongeant rapidement dans l'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust avec un petit clin d'œil du malicieux Gauthier. On s'écoute Star. Vous êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop. C'est aujourd'hui le 5e épisode de notre saga consacrée à David Bowie. Et Gauthier, si tu as choisi ce morceau pour débuter l'émission, ce n'est pas par hasard. Raconte-nous où en est Bowie après le suicide de Ziggy Stardust. Mais c'est une star, mon cher Théo. Ah, that's why. Mais c'est pour ça qu'on a fait la chanson de star. C'est bien foutu cette émission. Alors c'est une star rock, on va dire planétaire, hein, même si je suis pas certain qu'à Bombay on écoute beaucoup de David Bowie, mais en tout cas dans la musique pop de l'époque, c'est une star. Et je voulais commencer le
pitch de l'album dont on va parler, notamment de cette période, c'est à savoir la période de pin-ups, par une anecdote que Soligny, on cite beaucoup son livre depuis le début de la thérapie, qui est publié chez, je crois, Gallimard, Rainbow Man, pour ceux qui voudraient se plonger plus en détail dans la biographie de David Bowie, qui en dit beaucoup sur qui est David Bowie et sur sa volonté de briller presque à tout prix. On en avait un tout petit peu parlé lors de la première émission où il disait déjà au collège, etc., qu'il voulait absolument réussir. Et c'est amusant parce que, alors Soligny, je précise, donc explique que David Bowie avait dit que donc il voulait être une star et que si ça avait été pas dans la chanson, il l'aurait fait dans le théâtre ou dans le cinéma ou quoi que ce soit d'autre. On se souvient aussi qu'au début, il a commencé en faisant du mime. Enfin, il voulait briller. Il voulait absolument briller. Et ça m'a beaucoup amusé parce que souvent, on a tendance un tout petit peu à iconiser, idéaliser, avoir presque même une vision romantique des superstars de la musique comme des sortes de génies qui auraient été touchés par la grâce. Non. Alors, ils le sont quand même un tout petit peu plus que le commun des mortels probablement, mais surtout en fait ce qui très souvent les jette dans le bain de la musique et dans le bain de la starification, c'est une volonté chevillée au corps qu'ils ont parfois de dépasser leur milieu social dans lequel ils sont vécus. Je pense par exemple à Oasis dont on a parlé en fin d'année, David Bowie aussi, d'être connu. Je me souviens aussi de Bill Withers sur qui on avait fait une émission qui avait dit qu'il s'était mis la guitare pour choper des meufs. Enfin voilà. Iggy Pop. Ils n'avaient pas forcément automatiquement la volonté de faire connaître au monde leur musique et d'avoir une voix particulière. Ils voulaient surtout réussir à tout prix et presque peu importe le style musical. Bon. Dans le cas de David, pas de problème. Au moment où on parle en 1973, il n'y a plus besoin de bifurquer, de chercher une autre, on va dire, voix. Il est une star de la musique, c'est bon, il a percé. Et donc là, tu l'as dit, on est en 73. Bowie n'est plus le mort de faim qu'il a pu être à ses débuts. C'est une vraie star donc. Mais il décide de quitter l'Angleterre, qui est pourtant une terre fertile pour lui. On le retrouve où, Gauthier ? On le retrouve en France, mon pauvre Théo. Ouais. Et en fait, comme beaucoup de groupes dans les années 70, on en avait parlé lors d'une précédente saga, mais on avait retrouvé les Rolling Stones, par exemple, sur la Côte d'Azur pour des histoires pas banales. Et on le retrouve plus précisément au château d'Hérouville, un lieu très connu de la musique rock, notamment parce que beaucoup de grands y sont passés, Elton John notamment, etc., pour produire justement ce nouvel album, à savoir... Dick Rivers, c'est Eddie Mitchell. Dick Rivers aussi, Eddie Mitchell. Et Patrick Coutin. T'arrives à me mettre en parallèle des gens étonnants. Je suis là pour ça. Et donc il y va avec femmes, enfants, etc., musiciens, cuisiniers, gardes du corps, enfin il y a toute la marmaille, pour produire cet album Pin-Ups, au château d'Hérouville, qui est un lieu mythique, avec pourtant un matos qui est pas terrible, et soi-disant en plus un lieu hanté. Alors beaucoup de musiciens se plaindront de ça, probablement que l'utilisation de drogue et d'alcool en dose massive dans ces lieux a peut-être créé des petites névroses, des petites peurs, on va dire. Voilà. Le fait est que je suis tombé sur cette anecdote qui m'a fait beaucoup rire, et je crois que c'est dans le bouquin de Soligny à nouveau. Les Bee Gees, notre grand écart musical, il était venu notamment, je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs Théo, je crois, il y a 1 an ou 2 ans, ils y étaient venus pour mixer un album. Et vu que lorsqu'ils sont arrivés, tout le matos du château d'Hérouville était en carafe, la légende donc de ce château d'Hérouville qui a souvent un matériel pas ouf, et ben ils s'emmerdaient dans le château d'Hérouville et que ils se sont mis à l'époque à composer. Et à l'époque, ils ont composé un truc qui est devenu depuis extrêmement célébrissime et que vous connaissez tous. Une petite chanson que je vous mets, vous allez la reconnaître. Mais oui, mon cher Théo, si tu penses pas de Def et John Travolta qui se déhanche, c'est parce que c'est Saturday Night Fever. Voilà, ça a été composé par les Bee Gees qui s'emmerdent au château d'Hérouville parce que le matériel ne fonctionne pas. Comme quoi, ça peut avoir du bon. Et bien sûr, comme souvent, à toute chose, malheur est bon. Gauthier, si Bowie établit ses quartiers au château d'Hérouville, c'est pas pour chasser les fantômes, à part peut-être celui de Ziggy, qui sait, c'est bien pour enregistrer un album, mais pas que. C'est aussi pour des raisons fiscales. si les Stones se sont allés sur la Côte d'Azur, c'est parce qu'il y avait ce beau Mick qui avait vu sa déclaration d'impôt. Pour ça aussi qu'il refait une tournée et qu'il a refait un album, ce bon Mick sûrement. En fait, à l'époque, beaucoup de musiciens anglais s'exilent parce qu'il y avait un dispositif fiscal, où je vous passe les détails, mais qui disait qu'en fait, si une partie ou une majeure partie de l'album était enregistrée ou produit dans un autre pays que l'Angleterre, les revenus n'étaient pas imposés en Angleterre, donc ça permettait de faire de la défisque. Voilà. Et donc, en effet, il semblerait que ce bon David Bowie ait fréquenté les cours de la Mick Jagger School of Economics. Oh oui. Mais on reste dans la musique, Gauthier. Il est toujours entouré des mêmes
mêmes musiciens? Non, ça change encore. Alors c'est vrai que chez David Bowie, on l'avait dit, il avait été marqué d'ailleurs parfois par certains départs, etc. Là, c'est Wood Mansey qui n'est plus du voyage, le batteur. Je le dis parce que on en avait parlé lors de la précédente émission, c'est lui qui ouvrait notamment Ziggy Stardust. À sa demande. À sa demande. Ouais. Il est remplacé par Ainsley Dunbar. Alors, plusieurs raisons. On en avait aussi un peu parlé, mais il y avait des grosses tensions au sein du groupe des Spiders from Mars, notamment pour des questions de revenus. David Bowie étant beaucoup mieux payé que ses potes. Probablement un conseil de Mick aussi, de la Mick School of Economics. On en reparlera, mais Mick Jagger et David Bowie étaient très proches à cette époque, notamment. Il y a aussi une raison un peu plus étonnante. Il était un peu emmené dans le prosélytisme du pianiste du groupe Mike Garson, et il finira scientologue. Et bon, et bien sûr, David Bowie trouve que c'était pas ouf. Donc, voilà. Et donc Gauthier, Bowie est au château d'Hérouville pour enregistrer un album, Pin-Ups, et c'est un album de reprise. Il est en manque d'inspiration? Alors, il y a beaucoup d'avis qui sont divergents parce qu'effectivement, c'est étonnant pour David Bowie puisque c'est son premier album de reprise. Alors, certains diront que c'était pour occuper justement ces fameux Spiders from Mars, enfin tout du moins ceux qui restent, qui n'ont plus grand-chose à faire depuis que ce bon Ziggy s'est suicidé sur scène. D'autres diront que c'était aussi une façon pour David Bowie de prendre un peu de repos. Tu l'as dit, il avait été pas mal exténué par un rythme de production assez énorme et de tournée, et que donc, bon, bah, c'est vrai que si tu fais des reprises, t'as un peu moins de boulot que si tu dois composer. Donc voilà. Une autre explication qui vient aussi avec la fatigue de David Bowie, c'est le fait qu'il avait, on sait que pas mal de musiciens, notamment à l'époque, avaient des impératifs, on va dire, de délivrance d'albums à date régulière, et que bon, c'était une façon de donner à sa maison de production quelque chose d'assez rapide. Et puis il y a autre chose qui est peut-être un peu d'ordre psychologique, mais en fait David Bowie est en train de dire adieu à l'Angleterre, à toute une partie de sa vie, puisqu'on y reviendra, mais en fait d'Angleterre il ne verra quasiment plus le sol après ce départ en France, et pour lui c'est une façon de tourner la page, et ça s'explique par la chartlist, on va dire, la tracklist plutôt de cet album, puisque la quasi-totalité de reprises, sauf Friday on My Mind et Come the Night, sont des reprises de groupes anglais, et plus précisément de groupes anglais des Mods, justement. Voilà. Et donc, pour beaucoup, ça a été une façon pour David Bowie aussi de rendre hommage à toute cette première partie de sa vie qu'il a passée en tant que Mods aussi. On se souvient de lui avec ses cheveux longs, etc. On en a déjà parlé. Voilà, c'était un peu peut-être un album pour lui. Donc peut-être c'est probablement un peu toutes ces raisons qui ont fait que on le retrouve sur Peanut en train de reprendre le I Can Explain, notamment des Who, en hommage à ces gars qui l'ont accompagné dans la première partie de sa carrière. Eh ben, elle est où? Celle des Who est plus sympa quand même, hein, elle est un peu plus péchue. Un peu plus, ouais. Alors, on a des morceaux essentiellement britanniques ou australiens, mais on a aussi un petit bonus belge qu'on s'écoutera dans quelques instants. Avant ça, Gauthier, la critique, qu'est-ce qu'elle en pense de cet album? Alors, il est considéré, Pin-Up, souvent comme l'un des plus mauvais albums de David Bowie de cette période. Bon, il a juste titre. Il souffre de la concurrence. Oui, il souffre de la concurrence parce que il a sorti Hunky Dory, Ziggy Stardust, Aladdin Sane, etc. Et Diamond Dogs, on va en parler après, mais c'est un album aussi assez énorme. Donc, la critique est assez ouvertement critique, justement, sur cet album. Mais comme parfois, le public fait fi de la critique, et il se trouve que Pin-Ups connaît un succès rapide et grandissant. Oui, ça se vend incroyablement bien parce que David Bowie surfe aussi sur le fait qu'il est une star maintenant et que voilà, il est entendu. Je reviendrai pas sur en plus toute la démarche, on va dire, culturelle qu'il représente à cette époque. Il se classe en tête des ventes au Royaume-Uni dès sa sortie. Il y restera pendant 5 semaines, soit plus longtemps, voire aussi longtemps, excuse-moi, qu'Aladdin Sane. Donc bon, un succès à moindre frais, quoi, on va dire. On va marquer une petite pause, Gauthier. Je vous parlais d'une chanson belge, je sais pas si Jacques Brel, ça vous parle? Un peu. Je crois qu'il a fait une petite reprise. Alors, précisons étant fait que cette reprise n'est pas sur l'album Peanuts, elle avait été enregistrée à l'album à l'époque, et on la retrouve notamment soit sur les bonus de Peanuts, soit sur des compilations après. Je te la mets? Allez. In the
port of Amsterdam, there's a sailor who sings of the dreams that he brings from the wide open sea. In the port of Amsterdam, there's a sailor who sleeps while the riverbank weeps to the old willow tree. In the port of Amsterdam, there's a sailor who dies, full of beer, full of cries, in a drunken town fight. In the port of Amsterdam, there's a sailor who's born on a hot muggy moor. Ah bah oui, il y avait du bon belge aussi sur cet album. Mais Enfin, je du crois bon que tu belge. préfères la version de Brel. Voilà, non faut reconnaître qu'à ce jour, aucune reprise, cela dit, d'Amsterdam n'a égalé l'original. Revenons à notre cher David Bowie, Gauthier. Il surfe sur l'étonnant succès de cet album et ne s'arrête pas là, puisqu'il planche déjà sur la suite. Et la suite, c'est Diamond Dogs. Comment se passe la création de cet album charnière, Gauthier ? comme toujours avec David Bowie, avec un changement de personnel. Tony Newman prend... Et de personnages. Tony Newman prend la place de Hans Ledenbar derrière les fûts, qui aura décidément eu un passage extrêmement éphémère au sein du groupe, pas pour le meilleur album en plus, pas de bol. On change aussi le gars derrière la table de mixage, on prend un dénommé Keith Harwood, qui n'aura pas lui non plus une collaboration très fructueuse et qui permettra le retour de quelqu'un qu'on avait laissé en cours de route, à savoir Tony Visconti, qui jouera un petit rôle dans la carrière de David Bowie, qui à l'époque lâche T-Rex, qui est en perte de vitesse. On pourra en reparler, mais justement T-Rex n'est pas en train de réussir ce que David Bowie lui va faire avec Diamond Dogs, c'est-à-dire arriver à sortir de la vague glam pour se renouveler. On finira même par mixer l'album dans le studio personnel de Tony Visconti qu'il a créé, on va dire de toutes pièces. Donc retour aux affaires de notre bon Tony. Et ce Diamond Dogs, donc, c'est un album important dans la carrière de David Bowie, à plus d'un titre. Gauthier, tu nous expliques pourquoi ? Alors justement, faisons le comparatif avec T-Rex. C'est très important pour Bowie parce que c'est un album de transition. C'est cet album qui va lui permettre de sortir de sa période glam, Hunky Dory, Aladdin Sane et Ziggy Stardust, qu'il avait fait connaître au monde entier. Et j'ai lu cette phrase, alors je me souviens même plus du tout dans quel journal, donc désolé, je peux pas citer l'auteur, mais qui avait dit: les auteurs, compositeurs, interprètes et les rockers progressifs se déversaient dans les charts, tandis que les résistances des années 60 se transformaient en complaisance des années 70. Tout ça pour dire qu'en fait, ça ne fonctionnait pas très très bien pour ces gens qui avaient brillé à la fin des années 60 et qui n'étaient pas forcément capables de faire cette transition dans les années 70. Et David Bowie, lui, va y arriver. Il va faire peut-être ce qui est son dernier album glam. D'autres le qualifient de premier album proto-punk, d'autres le qualifient de post-glam, d'autres le qualifient de style Broadway. Bon, comprendre qu'il y a même des influences soul, selon certains, que j'ai pas trop entendu forcément. Comprendre que David Bowie, lui, est déjà complètement sorti de ce que, par exemple, T-Rex est encore en train de faire, c'est-à-dire du glam. Lui, il change de voix. C'est tout le génie, de toute façon, de David Bowie, qui saura toujours se réinventer. Certes. Mais il y a un autre point dont il faut parler lorsqu'on évoque Diamond Dogs, Gauthier, c'est qu'à l'image de sa pochette, il est empreint d'une noirceur qu'on ne connaissait pas forcément à David Bowie. On y reviendra, effectivement. La pochette est étrange. J'insiste. Oui, je comprends. Pour ceux qui l'ont pas, David Bowie est grimé en chien, on va dire, avec derrière deux espèces de chimères un peu bizarres. Enfin. Des clowns, enfin des personnages de freaks un peu, un peu très étrange. étonnant. Et on l'a dit un peu pour Pin-Ups, mais David Bowie quitte l'Angleterre en fait complètement. Il va déménager aux États-Unis en 74. J'ai lu qu'il était revenu en Angleterre peu de temps avant sa mort, notamment pour refaire le tour des lieux de sa vie. Un peu, tu vois, parce qu'il était malade, il avait un cancer et donc il savait qu'il allait mourir, donc il s'est fait un petit road trip final. Comme nous tous, hein, Gauthier. Ouais, absolument, mais quand tu sais que tu as un cancer, tu sais qu'il y a une date de fin assez rapide en général. Et donc il va aller vivre à New York puis à Los Angeles plus tard, donc il quitte son Angleterre, et c'est une période déracinée pour lui, et aussi, toujours, il faut faire le lien avec le personnel, mais Mick Ronson, dont on avait parlé depuis le début, son guitariste, extrêmement influent pour sa musique et pour des albums comme Hunky Dory et Ziggy Stardust, le quitte aussi pour une carrière solo. Donc c'est peut-être un David Bowie un peu chancelant à l'époque, on va dire. Et l'ennui avec les génies, c'est qu'on a
parfois un peu de mal à les suivre. Bowie étant de cette trempe, il a tendance à se disperser un petit peu pour la création de cet album. Quelles sont les pistes qu'il a suivies ? Alors il y en a deux principales qui ne vont absolument pas aboutir, je spoil d'ores et déjà la fin. La première idée qu'il avait eue, c'était de faire une espèce de comédie musicale basée sur Ziggy Stardust, justement, qui ne va pas fonctionner, mais dont on va sauver deux chansons parmi les meilleures de Diamond Dogs, et qu'on retrouve donc sur cet album, la chanson Rebelle Rebelle qu'on s'écoutera à la fin, et une autre, la chanson Rock and Roll With Me. Ça, c'est la première influence, mon cher Théo. Et la deuxième, c'est l'idée de réinterpréter, d'adapter le roman 1949 de George Orwell. 84 84, pardon, excuse-moi, qu'on ne présentera pas, malgré mes erreurs, et dont les droits vont être refusés par la veuve Sonia Orwell. Alors, je crois que ça avait été refusé parce qu'il y avait déjà eu un gros bid qui avait été fait avec une adaptation cinématographique, sauf erreur de ma part. Voilà. Donc, tout ça va te mélanger, va être raté dans les deux cas et va donner à David Bowie, en tout cas, la base pour créer Diamond Dogs. Tu parlais de la pochette, Théo, et on parlait de Mick Jagger. À noter que le gars belge qui a créé la pochette avait été recommandé par Mick Jagger. C'est le dénommé Guy Pilat. Un grand merci à Mick Jagger qui serait à l'avenir bien aimable de se cantonner à dispenser des conseils fiscaux plutôt qu'esthétiques. Avec le génie du marketing qu'on connaît à David Bowie, est-ce que Diamond Dogs surfe sur la vague de pin-ups, Gauthier ? Et oui, alors aussi étonnant que ça puisse paraître, parce qu'encore une fois, c'est un album assez sombre. Alors, on n'a pas le temps d'en parler, mais allez vous intéresser notamment à ce dont ça parle, parce que c'est vraiment un album concept. Il y a toute une histoire derrière. C'est l'histoire de Hunger City et de Halloween Jack, donc dans Hunger City, avec des textes très intéressants. Ça va être un carton, là encore, succès commercial, première place des UK Charts. Il va notamment extrêmement bien aussi se vendre aux États-Unis, et côté novateur toujours de ce bon David Bowie, notamment grâce à une énorme campagne publicitaire à l'époque de plus de 400 000 $, je crois qu'en plus c'est les dollars de l'époque, donc ça envoie. Il y aura des panneaux d'affichage sur Times Square, sur Sunset Boulevard, des publicités dans les magazines. En gros, notre bon David Bowie est en train d'inventer la publicité des albums, quoi, mais à grande échelle. Et cette avalanche visuelle qui est imposée par David Bowie pour ses Diamond Dogs, on va même la retrouver sur scène au final. Là encore, le côté toujours novateur de notre bon David Bowie. On en avait parlé avec Ziggy Stardust, il y avait toujours une volonté de mise en scène, de costumes, etc., etc. Là, il fait encore plus gros. Alors, Halloween Jack, son personnage est assez peu grimé. Par contre, il décide de transformer toute la scène en scène de théâtre, l'espèce de réminiscence de sa volonté de faire une comédie musicale avec Ziggy Stardust. Et on fabrique la fameuse Hunger City dont on parle dans cet album, en décor, sur scène. C'est une sorte de Manhattan post-apocalyptique qui coûtera un pognon fou d'ailleurs au demeurant, et qui fera d'ailleurs qu'on ne fera qu'une tournée aux États-Unis parce qu'on arrêtera les frais après en disant ça coûte beaucoup trop cher à faire. Donc un David Bowie déraciné puisqu'il n'ira même pas promouvoir Diamond Dogs dans sa terre natale en Angleterre. Et donc dans cet album, tu le disais, on fait la connaissance d'un nouveau personnage inventé par David Bowie, une sorte de pirate androgyne à l'esthétique, inspiré par Amanda Lear, selon cette dernière. C'est vrai. Donc un bandeau, un bandeau sur l'œil. C'est la muse de Roxy Music en plus. Et oui, c'est pour ça. Et que apparemment, il s'était un peu fréquenté. Sacré Amanda. Sacré Amanda. Donc maintenant, il est un peu plus seul aussi, David Bowie. C'est à l'image de son personnage, Halloween Jack, qui se meut dans ce Manhattan apocalyptique, post-apocalyptique. Il est un homme de plus en plus isolé. Il fait sa tournée seul en limousine. Il tourne même plus à proprement parler avec son groupe, ce qui justifie peut-être que la moitié du personnel se casse d'un album à l'autre. Et je vais le citer, puisque non seulement il a perdu son groupe de rock et il a perdu un peu cette sève du rock, à part peut-être la drogue. Je le cite, j'étais tellement bloqué, tellement défoncé. Je suis étonné d'être sorti de cette période, honnêtement. Quand je vois ça maintenant, je n'arrive pas à croire que j'y ai survécu. J'étais si près vraiment de me jeter physiquement, complètement. Comprendre que c'est un album qui est venu dans la douleur, dans une période un peu sombre pour lui, humainement, géographiquement, etc. Et ça n'empêche pas que ça reste un excellent album. Et pour pas mal de fans de David Bowie, le plus grand de sa discographie, alors je partage pas tout à fait l'avis, parce que certains vont considérer que les Ziggy Stardust, etc. sont peut-être un peu... trop mainstream. Un peu conventionnels.
exceptionnel, ce qui est à mon avis complètement idiot, parce que ça reste absolument brillant. C'est comme si tu disais que je sais pas moi que Sgt Pepper est mainstream. Absolument, c'est complètement con. C'est devenu mainstream parce qu'on a l'habitude de l'entendre maintenant, mais parce que c'est des monuments de pop et beaucoup plus accessible. Par contre, Diamond Dogs, de ce qui va venir après, à savoir notamment la période berlinoise où toi, mon pauvre Théo, tu vas suer, tu vas être tel un coureur du Tour de France dans le Tourmalet. Est-ce qu'on parlera de Klaus Nomi? Je sais pas. Mais on va tout faire, on part à Berlin, mon pote. Chers amis, cette émission touche à sa fin. On va se quitter avec Rebelle Rebelle, la 6e piste de Diamond Dogs. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver sur le site de Radio Présence, mais également sur toutes les plateformes de podcasts disponibles. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour la prescription de février. Une très belle semaine à vous, une très belle semaine à toi, Gauthier. Salut Théo. Salut. I love you so.